Quand on apprend à marcher, on tombe sans arrêt, quoi. Et on se plante, c'est autant d'échecs, et au final, on marche. Quand on parle, c'est pareil. Quand on apprend à parler, quand on fait de l'illustration, c'est pareil. Bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Claes, je suis illustrateur à Paris et vous pouvez me suivre sur Instagram @JérémyClaes. Ça s'écrit Jérémy IE à la fin, Claes CLAEYS en un seul mot. Ce podcast est sponsorisé par Creative Pep Talk, le podcast de mon ami Andy G. Pizza. En anglais, ça donne Creative Pep Talk helps you build a thriving creative career. En français, ça sonne un petit peu moins bien, mais en gros, on pourrait dire que la mission de Creative Pep Talk est d'aider les créatifs à développer un travail épanouissant artistiquement et florissant d'un point de vue business. Mon podcast s'inscrit d'une certaine manière dans la lignée de celui d'Andy, d'où cette étroite collaboration entre nos deux podcasts. C'est assez drôle d'ailleurs, parce que je pourrais raconter n'importe quoi ici, Andy ne comprend pas un mot de français. Je pourrais dire que Creative Pep Talk vend des bananes, que cela ne changerait rien à ma relation avec ce dernier. Mais vu qu'on se fait confiance, pas de souci. Oui, Andy n'est pas juste un sponsor, mais aussi un ami. Après plusieurs années de correspondance par email, d'écoute de son podcast, je l'ai finalement rencontré l'été dernier lors de mon premier voyage aux USA. Et autant vous dire qu'entre nous, c'était le feu. Discussion à gogo, Andy et moi sommes clairement sur la même longueur d'onde. D'où la naissance de ce projet de podcast. Vous l'aurez compris, si vous comprenez l'anglais, allez écouter Creative Pep Talk. Je vous promets que vous ne le regretterez pas. Voici donc le deuxième épisode de ce podcast et je suis ravi de vous présenter aujourd'hui ma discussion avec Claude. Claude est illustrateur à Paris et comme il le mentionne sur son site internet, son univers frais et coloré respire la bonne humeur et lui permet d'illustrer à peu près tout de façon sympathique. Et c'est carrément vrai. Ces images joyeuses et un brin nostalgique vous donneront à coup sûr le sourire. D'ailleurs, Claude n'en loupe pas une pour illuminer vos journées d'illustration. Très actif sur les réseaux sociaux, pas un jour ne passe sans qu'un dessin de Claude ne croise mon chemin. Si vous le vérifiez, ajoutez-le sur Facebook, vous verrez bien. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés, via les réseaux sociaux. On s'est vite rendu compte que non seulement on partageait pas mal de références et d'influences graphiques, notamment Derek Janiger, Jim Flora, les 50s et les 60s en général, mais également qu'on était hyper habité par cette passion du métier d'illustrateur, et Claude peut en parler très très abondamment pendant des heures. Et c'est exactement pour ça que j'ai désiré lui poser des questions. Claude travaille pour la publicité, la communication, la presse et l'édition. Sa liste de clients comprend Le Parisien, EDF, la Banque de France, Pèlerin, 60 millions de consommateurs, les éditions Erol, Hachette, l'imagerie d'Épinal et des dizaines d'autres que je vous invite à découvrir par vous-même. Dans ce second épisode, nous découvrons comment un électrotechnicien reconverti en dessinateur de BD finit par découvrir l'illustration et décide de tout miser là-dessus et de tout recommencer à 30 ans. On discute de sa vision de l'échec, de l'importance de la passion comme moteur pour son travail, de son style entre guillemets gentil et naïf et de ce que cela signifie pour lui, comment un projet personnel l'a amené à travailler régulièrement pour Le Parisien et pour finir, nous élucidons le mystère du tabouret à 3 pieds. Tout un programme. Voici donc ma discussion avec Claude. Bonne écoute. Voilà, ça y est, c'est parti. Ouais, c'est parti. Claude, merci de t'être rendu disponible pour cette interview. Ouais, je t'en prie. Ça me fait vraiment plaisir parce que toi et moi, on se connaît depuis un petit bout de temps. On s'est rencontrés parce qu'on a la même passion, l'illustration. Alors évidemment, on a un petit peu les mêmes références graphiques, on a un petit peu tout ça qui nous a rapprochés. Et il y a aussi cette passion du métier. Je sais qu'avec toi, on peut en parler pendant des heures. C'est ça qui m'a poussé vraiment à vouloir t'avoir sur ce podcast. Donc merci encore à toi. Je suis hyper content. Et c'est vrai que la première fois qu'on s'était rencontrés, on avait passé, rappelle-toi, une soirée dans un bistrot en terrasse un été là. On avait papoté pendant 2 heures, 3 heures, je m'en souviens plus, on n'arrivait pas à décrocher quoi. C'est vrai. On parlait du boulot. On se connaissait pas, ouais. On se suivait un peu sur les réseaux sociaux. Ouais. Et puis j'avais posté un article sur mon blog à l'époque et tu m'avais dit genre si à l'occasion tu passes par la capitale, on pourrait se faire une bouffe. Et puis je t'ai dit non mais en fait j'habite dans la capitale. Et je pense que le lendemain ou le soir même Ouais. Et je me rappelle très bien, ouais. Je me rappelle de cet article. Ouais. Ouais, ça m'avait parlé parce que tu parlais d'un truc assez sensible et je me disais mais personne m'a jamais rien dit de cette sorte. Enfin, je trouvais ça ça représentait vraiment ce que je ressentais. Je me suis dit ah ouais, ce mec il pense comme moi quoi. Il ressent comme moi. Voilà, c'était marrant. Je sais, c'est exactement quel article. C'était l'article sur la perfection. La perfection. C'était Perfect is boring et j'avais fait une illustration d'un petit bonhomme un petit peu mal dessiné et tout.
et que j'avais envie vraiment d'un peu lâcher ce côté un peu perfectionniste, ce côté un peu trop sage. Oui, Et je sais qu'on se retrouve dans cette bataille au final. Ouais. Voilà, je pense notre discussion a commencé par ça. C'est vrai, ouais. Du coup, Claude, la question avec laquelle je commence avec tous mes invités, qu'est-ce qui te motive à sortir du lit le matin? Ah bah mon boulot, hein, tout simplement. Hein. Là, je suis un passionné, quoi. C'est la passion. Ouais, je suis animé par la passion de l'illustration, de l'image en général, mais de la passion particulièrement. Ouais, c'est mon moteur. C'est, tu vois, pour moi l'illustration c'est comme une bagnole. Et tu peux avoir une belle bagnole, une Ferrari, si t'as pas d'essence, t'iras nulle part. Voilà. Et moi j'ai l'essence, c'est la passion. Alors j'ai une bagnole qui vaut ce qu'il vaut, mais j'avance quoi. Et avec quand t'as de l'essence, tu peux aller n'importe où. Hein. Mais c'était une de mes questions, ça c'est genre c'est quoi ton carburant? Ah bah, le carburant c'est la passion. Okay. C'est la passion. Je suis un passionné. Alors je sais pas d'où ça vient. Je sais pas. Moi je pensais au début que quand tu faisais ce métier, ou n'importe quel métier d'ailleurs, il suffisait de bosser comme un taré. Là tu te lèves le matin, tu bosses, jusqu'à ce que tu te couches le soir, et puis entre-temps t'as avancé parce que t'as tellement bossé que de toute façon t'avances quoi. Mais bon, après je me suis rendu compte que bosser c'est bien quoi, bosser, ok, t'avances. Mais si t'as pas le moteur derrière pour te pousser à bosser, tu bosses pas quoi. Donc finalement, je pense que c'est la passion, ouais, plus que de bosser. Bien sûr, si tu bosses et que t'as la passion, tu vas super loin, quoi. Mais bosser, ça suffit pas. Et c'est quoi cette quête alors? C'est quoi cette passion? La passion, j'en sais rien. Hein. D'où ça vient, je sais pas. Bon, merci Claude. Non, je sais pas. Je me suis posé longtemps la question d'où ça vient. Non, j'ai une petite idée en vrai. Hein. J'ai une petite idée. On peut du coup aller repartir en arrière. C'est-à-dire, est-ce que tu pourrais nous parler de ton arrière-plan, de ce qui t'a amené vers l'illustration Ouais, j'ai toujours aimé dessiner de toute façon. Bon, je suis autodidacte. Hein. Donc j'ai fait des études de technicien. J'ai eu un BTS électrotechnique. J'ai bossé en entreprise comme technicien pendant 8 ans. Et puis à 25 ans, je me suis dit putain, mais qu'est-ce que c'est pas ton truc là, tu t'emmerdes. C'est pas ta vie ça. C'est je continue à dessiner. Et j'ai un pote photographe qui me dit un jour, t'aimes bien dessiner toi, ouais. Et tu déprimes à moitié avec ton boulot, bah ouais. Eh pourquoi tu vivrais pas de ta passion du dessin? Ah attends, j'avais pas pensé à ça. Donc écoute, de 25 à 30 ans, j'ai tout mis en place pour devenir illustrateur, plus précisément dessinateur de bande dessinée. Okay. Ouais, c'était ça mon. Alex Formica, c'est ça? Non, c'était même pas ça, c'était Claude. Ah, Claude. Ouais, okay. Alex Formica, c'est un autre truc, je te raconterai après. Ah, ok, très bien. Non, dessinateur de bande dessinée. Et puis, à 30 ans, en gros, je me suis lancé comme auteur de bande dessinée. Alors, mais qu'est-ce qui t'a mené vers la bande dessinée d'abord? Alors, la passion de la bande dessinée, parce que j'en lisais. Mais au fond, j'ai une autre théorie là qui est depuis peu. C'est un peu personnel. Hein. Je pense que quand t'es passionné comme ça, c'est que derrière il y a une faille, un truc à combler. Ok. Un truc à combler, une faille dans ta personnalité, un truc qui t'est arrivé ou un truc dans ton histoire. Enfin, pas forcément grave, hein, mais je pense que moi, je suis devenu illustrateur pas parce que j'aime le dessin, mais simplement parce que j'ai un besoin de reconnaissance énorme. Et quel autre métier qu'artiste entre guillemets peut combler ce besoin? Alors, c'est une quête sans fin, hein, c'est insoluble hein, comme quête. Hein. Mais je pense que c'est ça qui est vraiment le fond de ma passion, le moteur du moteur, quoi. C'est de là que vient je pense. Hein. Après, j'en suis pas certain. Il faudrait que je m'allonge sur le divan. Mais bon, au bout d'un moment, à force de réfléchir, tu commences à. Mais tu as dit que c'était quelque chose de relativement récent. Tu t'es rendu compte de ça il y a pas longtemps. Ouais, je me suis rendu compte de ça, mais il y a pas longtemps. Mais en réalité, je trimballe ça avec moi depuis ma naissance. Et c'était difficile de le reconnaître? Non, pas du tout. Non. C'est même presque pas jubilatoire, mais t'as l'impression d'avoir ouvert une porte, quoi. Te dire ah ouais.
tu te dis ah ouais d'accord, j'ai pigé là, c'est ça en fait. Mais donc, tu bossais dans l'électrotechnique Ouais. et jusqu'à 25 ans, c'est ça? Jusqu'à 30 ans, parce qu'en fait de 25 à 30 ans, je suis resté dans ce milieu-là, mais j'ai préparé doucement mon entrée dans le monde de l'illustration, de la bande dessinée. Mais ça s'est passé comment, ça? Bah en gros, je suis passé d'un plein temps à un temps partiel, à un mi-temps. Et en fait, pour pouvoir faire de la bande dessinée à l'époque, j'avais développé un book pour avoir des boulots de commande, parce qu'en fait, faire de la BD comme ça, c'est difficile d'en vivre. Donc tout le monde me disait à l'époque, tu fais un book, tu fais de la commande en illustration, et puis après, quand t'as le temps, tu développes tes bouquins, tes projets d'album, voilà. Et alors, ce qui est marrant, c'est que après quelques albums, j'ai fait trois albums et puis des collectifs. J'ai fait plein de projets de bande dessinée, tout ça. Et puis, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je m'éclatais 10 fois plus à faire des boulots de commande d'illustration qu'à faire des bandes dessinées. Et là, j'ai arrêté la bande dessinée. Et est-ce que tu dirais que c'est parce que la gratification dans l'illustration, elle est beaucoup plus immédiate, c'est-à-dire qu'un boulot de commande en illustration, c'est beaucoup plus rapide que un album de bande dessinée qui prend quand même, je sais pas, minimum un an, un truc comme ça. Et du coup, t'as tous les bravos et tout au bout d'une année. Est-ce que, peut-être je me trompe, oui. mais non, je pense que c'est pas ça la vraie raison. La vraie raison, c'est que le auteur de bande dessinée, enfin, quand tu fais un bouquin, bon, tu t'es embarqué pour 6 mois, 1 an et tout, et en fait, c'est trop long pour moi. Ça correspond pas du tout à mon tempérament. Moi, j'ai un tempérament, il faut que ça bouge, il faut que je fasse 10 illustrations dans la semaine. La bande dessinée, c'est pas pour moi, c'est un travail de moine. Je suis pas un moine. Moi, j'ai besoin que ça pulse, que je change de projet tous les jours. Voilà, c'est en ça que je m'éclatais plus en illustration. Il y a plus de contraintes et tout ça, mais ça correspondait plus à mon tempérament. Bon, je m'y retrouve complètement. Ouais. Non, je pense que justement, la bande dessinée, c'est plus gratifiant. Ah ouais? Ah ouais. Pour Comment moi, ça? Tu laisses des bouquins, quoi. Enfin, tu fais de la bande dessinée, tu laisses des bouquins. Les gens sont là avec les livres et tout. Pour moi, le livre, c'est quand même un objet. C'est hyper important, quoi. Pour moi, dans ma vie, c'est plus important qu'une pub ou je sais pas moi, une couverture d'un magazine qui va tomber à la poubelle dans 6 mois. Personne. Mais dans ton travail d'illustrateur, t'as fait tes petits livres. Auto-édité d'ailleurs. Ouais, à côté, ouais. Donc du coup, c'est une sorte de compromis, quoi. Exactement. Ouais. Tu peux nous en parler un peu plus? Dans le boulot d'illustration, tu réponds à des commandes, hein, donc t'es sans cesse contrainte. Quand on te dit bleu, faut que tu fasses bleu, quoi. Hein. Quand on te dit tu mets un mec là, tu mets un mec là, c'est bourré de contraintes, quoi. Voilà. Donc à côté de ça, t'as besoin d'avoir un peu une cour de récré. Ma cour de récré, c'est de faire des projets perso. Alors c'est des bouquins, des tirages d'art, où là t'as 100% liberté. Hein, tu te fais plaisir. Hein. Et puis ça nourrit aussi ton boulot de commande. Voilà. Tu fais des essais, tu fais des trucs qui te font plaisir dans les boulots dans les projets perso, et puis à côté tu balances ça dans la commande. Voilà. Ça m'est même arrivé d'avoir des boulots de commande quand les gens ont vu mes boulots perso, en disant ah ouais c'est ça que je veux. Et là tu te dis ah ouais génial. Ouais, c'est marrant en fait. Ça se nourrit, c'est une sorte d'équilibre. Comme tout, hein, tout dans ce métier c'est que de l'équilibre. On est des équilibristes. Hein. Tu l'as trouvé l'équilibre? Non, jamais. Mais en même temps, ça serait peut-être un peu chiant d'être vraiment en équilibre. Là, je suis peut-être un peu trop en équilibre. Ah ouais, comment ça? Quand tu marches, à chaque fois, tu as un petit moment de déséquilibre que tu rattrapes avec le pas suivant. Mais qu'est-ce qui pourrait te mettre en danger pour... Voilà, c'est ça. Et si tu es bien stable, tu bouges pas et tout, t'as pas besoin d'équilibre. Hein, tout est statique et tout. Tu t'emmerdes un peu, non? Mais tu dirais que tu as trouvé une sorte de rythme de croisière aujourd'hui? Ouais, je pense que c'est ça. Rythme de croisière et puis... de temps en temps. Mais que final, c'est une bonne chose quand même. C'est quand même beaucoup d'illustrateurs quelque part. Beaucoup de gens, on recherche cette sorte d'utopie au final. Ouais, alors je te rassure, hein, je suis pas content de mon sort. Hein. Non, enfin entre guillemets, attends, tout va bien. Hein, le jour où je serai content, il faut que j'arrête et puis c'est tout quoi. Voilà. Éternel insatisfait. Exactement. Et d'ailleurs, je sais parce que je te connais depuis quelques années que de toi-même tu dirais que t'es une sorte d'éternel angoissé qui se remet en question constamment, qui est constamment insatisfait, etc. Pourtant, quand on regarde ton travail, c'est tout le contraire. Et je sais que tu le revendiques complètement, c'est-à-dire que ton travail, il est joyeux, il est positif, on pourrait même parfois le qualifier de naïf. Et je sais que c'est quelque chose qui t'a chiffonné pendant une période. Et il me semble quand même que c'est
quelque chose avec laquelle tu as fait la paix dernièrement, et c'est même presque ton mantra quoi dans ton travail, c'est tu veux apporter un peu de bonheur, un peu de joie, de joyeuseté, je sais pas si ça se dit, Oui. dans la vie des gens. Et du coup, est-ce que tu peux développer un peu cet aspect-là? Ouais, bah en fait, effectivement, t'as raison, hein, ça m'a chagriné un peu. Mais moi, je me rappelle quand j'ai commencé, je faisais des trucs un peu graphiquement proches de l'expressionnisme allemand. Tu vois, je faisais des albums de BD, c'était hyper noir, c'était très angoissé. Et toi, ça correspondait à ce que je ressentais et ce que je ressens au fond de mon cœur. Hein. Un truc, moi, je suis un peu misanthrope. J'ai pas du tout confiance dans la nature humaine. Quand tu vois l'état de la planète, tu te dis ouais, ok, bon, l'homme est capable du pire et du pire. Il le fait d'ailleurs. Et je vois tout de suite les problèmes, le mauvais côté des choses, tu vois. Je suis pessimiste en réalité. Et quand t'es pessimiste et que tu bosses en illustration ou en bande dessinée et que tu fais du pessimisme, en fait tu nourris la bête quoi. C'est terrible. Et je sortais de là-dedans, moi j'en pouvais plus quoi. Le monde est noir, tu fais du noir. Je pouvais pas exorciser tout ça quoi. Et c'est les boulots de commande finalement qui me disent ah non mais attends les sorcières t'arrêtes là. Hein. T'arrêtes les sorcières là, hein. Les monstres et les sorcières t'arrêtes là. Tu me fais des gens heureux là. Alors, ça me faisait chier quoi. Ça me disait mais j'ai pas envie, ça correspond pas du tout. Et puis avec le temps je me suis rendu compte que putain faire des gens heureux. Eh ben écoute, pourquoi pas quoi. Et je me suis rendu compte que ça me faisait du bien en fait de dessiner des oiseaux, des fleurs, enfin des trucs un peu naïfs quoi. Hein. Ouais, et ça me faisait du bien. Alors je me suis dit mais en fait faire des trucs noirs, des satires ou des critiques, il y a des gens qui le font ça super bien dans les magazines genre Charlie et tout, mais c'est pas mon truc quoi. Je peux pas. Si je fais ça 6 mois, je vais faire une dépression nerveuse quoi. Déjà que je suis pessimiste alors. Donc ouais non, je me suis mis là-dedans, ça me faisait plaisir, je me faisais du bien moi. Voilà, donc je me suis dit tiens alors je voyais bien quand même que faire du bien, en faisant du bien à moi, je faisais du bien aux autres aussi et que finalement un mec comme Prévert par exemple qui m'inspire beaucoup et, sous ses airs de mec un peu naïf quelque part il fait du bien aux gens mais en même temps c'est pas si naïf que ça quoi. C'est pas si naïf que ça. Et ouais, pourquoi pas faire du bien aux gens. Un quart d'heure, tu vois, le temps d'une pause, D'ailleurs, d'un café. c'est quelque chose qui est super marquant dans ton travail, c'est que t'es hyper régulier. T'es tous les matins, si on va sur Facebook, si on va sur Instagram, si on va sur Twitter, il y a la petite illustration du matin de Claude, qui est là toujours, régulièrement, qui met le petit sourire aux lèvres, le petit baume au cœur. Et c'est, moi, personnellement, ce qui m'impressionne chez toi, c'est cette discipline, c'est cette rigueur, c'est cette production en fait. C'est vraiment ce côté genre. Peut-être que tu vas me dire que t'es pas si discipliné, j'en sais rien. Tu vas me dire. Après, je te connais un petit peu, je sais que t'es discipliné, mais t'as une production incroyable. Et du coup, je me demandais, est-ce que tu as une routine particulière pour réussir à être aussi présent et rigoureux tous les jours? T'es là au poste, prêt à dégainer une image pour donner la banane aux gens, quoi. Ouais. Ah, je sais pas. Ouais. Je crois que c'est dans ma nature. Hein. C'est dans ma nature. Je suis organisé, je suis perfectionniste. J'ai besoin de routine, j'ai besoin de. Même ma journée elle est comme ça. J'ai plein de, comment on appelle ça, des rendez-vous tous les jours. Ah, des rituels. Ouais, des rituels, voilà, c'est ça. Ça te sécurise. Ah, ça me sécurise. Hein, je suis comme ça, ouais. Je suis comme ça, tu vois. À 5 heures, je bouffe une pomme, tu vois. c'est con, mais là c'est. Ouais, mais ça te donne. Ouais, ça donne le rythme à ma journée, quoi. Mais ça me. Mais il ressemble à quoi ton rythme? Donc à 5 heures, tu manges une pomme? Ouais. Alors en gros, hein, je vais te dire, en gros, je fais des journées, on va dire, je commence à 8 heures le matin, 8h30, entre 8 heures et 9 heures le matin, mais plutôt vers 8h30, et je termine à 19 heures à peu près, dans le rythme normal. Après, je peux tarder le soir si j'ai des gros boulots ou. Je bouffe en 1 heure le midi, 3/4 d'heure, 1 heure, pareil quoi. En gros, ça commence comme ça, le matin, 1 heure de réseaux sociaux. Alors je balance tout, Twitter, LinkedIn, Facebook, Insta. Je mets mon site à jour, je réponds aux commentaires. Enfin voilà quoi. Ça c'est 1 heure de, c'est ma promo c'est la promo quoi un peu. Hein. C'est voilà 1 heure. Ensuite le matin c'est plutôt je cherche les idées. Quand j'ai des idées, c'est plutôt le matin, donc c'est ce que j'appelle l'heure bleue en fait. L'heure bleue, c'est là où le moment où t'es le plus frais, où tu trouves les idées plus facilement. Tu vois.
Et l'après-midi, c'est production. Je fais les couleurs. Ouais, ça, c'est idéal. Hein. Après, quand le Parisien il t'appelle, tout vole en éclats et on annule tout. On annule tout, on recommence. Enfin, tu prends. Enfin, voilà quoi. C'est sûr qu'il faut être hyper flexible dans ce métier. Ouais. Enfin, surtout pour les boulots de presse, quoi. C'est genre, t'as parfois 24 heures, les 48 heures max pour rendre le truc. Et moi, je trouve qu'il faut vraiment avoir une belle flexibilité. Ouais, faut être flexible, mais en même temps, les rituels, c'est bien. Hein. Ça permet d'avoir un bon rythme. T'as pas de rituel, tu te lèves à 10h le matin. T'as pas de boulot, tu te lèves à 10h le matin. Et tu t'es rendu compte de quand que tu fonctionnais comme ça, de ces rituels? Parce que j'imagine quand même qu'il y a une certaine quête de soi. C'est-à-dire tu t'es rendu compte au fur et à mesure des années que tu fonctionnais comme ça et que quand tu fonctionnais comme ça te sécurisait, ça t'aidait à produire. Tu peux me parler un peu de ce... Comment c'est venu en fait? Ouais. Bah, c'est simple. Hein. En fait, après 8 ans de boulot en entreprise où tu étais là à l'heure et tu pars à l'heure, quand tu commences à être tout seul chez toi, tu te dis si je fais pas ça, je vais me noyer quoi. Donc c'est venu de là simplement. Hein. J'ai repris les rythmes du boulot que j'avais à l'époque et je me disais boulot ou pas boulot, commande ou pas commande, à 8h30 t'es au taf et puis tu décroches pas avant 17h quoi, hein, c'est tout. Hein. De toute façon t'as toujours du taf, t'as toujours des trucs à faire. Et t'es pas tenté quand t'es chez toi de faire le linge ou de faire un autre truc ou... Si, c'est partie du rituel. Ah, ouais. T'as un rituel linge? Ouais, bien sûr. Tu sais, le matin, avant les réseaux sociaux, je balance la lessive. Après les réseaux sociaux, la lessive est finie. Je fais ma pause, j'ai le temps de linge. Ah ouais. Ouais. Et puis après, je retourne au boulot. Ouais, à 13h, je décroche, je bouffe. Et puis après, 14h, je reprends le truc, quoi. D'accord. Ouais. Intéressant. Tout à l'heure, tu parlais du Parisien qui t'appelle. Ouais. Et justement, on parlait tout à l'heure aussi de ton univers très joyeux, voire naïf. Mais quand on observe ton travail, on se rend bien compte que tu dessines pas que les soleils et les petits oiseaux. Non. Tu traites des sujets beaucoup plus graves comme, prenons le viol, la prostitution, le terrorisme, notamment pour le Parisien. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Non. Et je sais que tu as notamment décroché ce projet régulier pour le Parisien. Ça fait 1 an et demi que tu bosses avec eux, c'est ça, hein? Ouais, ça va faire 2 ans bientôt là. Ouais. Bientôt 2 ans. 1 an et demi, ouais, c'est ça. Et c'est suite, c'est là que je fais une autre boucle avec quelque chose dont on a déjà parlé, d'un projet perso, les malheurs de Tati Yvette, c'est comment? Ouais, le calvaire de Mamie Yvette. Voilà. Le calvaire de Mamie Yvette. Tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, bien sûr. Alors, parmi les projets perso dont je parlais tout à l'heure, il y avait ce projet d'illustrer des faits divers que je voyais passer dans le Parisien. Voilà. Alors, je voyais passer des faits divers dont les titres étaient hyper drôles. Ça me faisait rire, mais alors pas tous, hein, parce qu'il y a des trucs hyper tragiques quand même. Mais il y avait des trucs marrants comme genre il saute du toit dans la piscine et il meurt. Il s'était pas rendu compte qu'il y avait pas d'eau. Des trucs comme ça. Enfin, c'est de cet esprit-là, mais ça me faisait rire parce que en plus le Parisien dans les titres pas racoleur, mais il y a toujours un petit décalage. Tu vois, c'est pas sérieux. Voilà. Bon, bref, ils aiment bien. Et moi, ça me faisait rire et je m'étais dit ah ouais, à partir du titre, je voyais bien tout de suite l'image, quoi. Donc pendant 2 ans, comme cours de récré, je prenais les faits divers du Parisien et je les illustrais, comme ça pour moi. Et puis, au bout de 2 ans, j'avais une 50aine de faits divers et je m'étais dit, ah ouais, ce serait sympa d'en faire un bouquin. Et j'ai contacté le Parisien, voilà, en disant, voilà, ça fait 2 ans que discrètement, dans mon petit coin, j'illustre vos faits divers. Et puis, je me dis, on pourrait faire un bouquin ensemble, en partenariat. Donc, vous pourriez, j'en sais rien, participer au financement et puis offrir ça à vos clients, j'en sais rien. Enfin, j'ai un peu cherché, si tu veux, le moyen d'éditer un bouquin avec eux. Alors ouais, ils ont trouvé ça super. Mais leur boulot Parisien, c'est de faire un journal, c'est pas de faire des bouquins, quoi. Donc je voyais bien qu'ils étaient au taquet tout le temps, qu'ils répondaient pas à mes mails, qu'ils disaient ouais super, mais qu'à côté, alors j'ai fait le tour des journalistes, des personnes qui s'occupent du partenariat, et puis au bout de 6 mois, je voyais qu'il y avait toujours rien de fait, et puis je me suis dit il faut que je le fasse ce bouquin quand même. Et puis je me suis dit tant pis, je vais le faire tout seul, tant pis, je vais l'auto-éditer. Mais il y avait un journaliste au Parisien qui avait soutenu le projet, Nicolas Jacquard. Il m'avait dit c'est génial et tout, je vais essayer de le vendre aux Parisiens, ton bouquin. Il a pas réussi. Et je lui avais dit écoute, apparemment on n'arrive pas à faire le bouquin avec le Parisien, je vais le faire tout seul, mais par contre tu me fais la préface. Bon là ça faisait déjà 8-9 mois que le temps était passé, que j'avais harcelé tout le monde et que j'avais rien obtenu, quoi.
Alors Nicolas, il me dit, bah ok, d'accord, je te fais la préface. Donc bah, super et tout ça. Avec un copain graphiste, on monte le bouquin. Et puis bah arrive au moment, faut envoyer le bouquin chez l'imprimeur. Et puis bah Nicolas, toujours pas de préface. Toujours pas de préface. Alors je lui dis Nicolas, la préface. Il me dit ouais, je m'en occupe. Et puis bah il m'envoyait pas quoi. Hein. Et puis la veille d'envoyer le bouquin chez l'imprimeur, je lui dis écoute, soit tu me fais la préface, ou si tu peux pas, tu peux pas, tu me le dis. Et puis je vais trouver une autre solution. Et voilà quoi. Alors, il m'a balancé une préface qu'il a fait au coin d'une table, un truc super. Hein. Et le bouquin est parti avec la préface de Nicolas chez l'imprimeur. Et puis bah je récupère le bouquin et je me suis dit bon, maintenant que j'ai le bouquin, qu'est-ce que je veux en faire? Il faut que je le vende quoi. Et bon bah j'en vends aux copains, je fais une soirée de lancement et puis j'en garde quand même une petite vingtaine et je dis à Nicolas Nicolas, il faut qu'on se voit, j'ai quelques bouquins, t'as fait la préface, je vais t'en filer quoi. Il me dit ouais, OK, d'accord. Voilà, non, quelques mails plus loin, toujours pas de rencard, toujours pas de rendez-vous. Ça faisait déjà 1 an et demi hein, à partir du moment où et puis finalement il me dit ouais bon ok là j'ai un créneau, on va bouffer ensemble et tout. Ok super, je prends les 20 bouquins, je lui emmène et je lui dis bon Nicolas, tu prends les bouquins, tu fais la distribution aux Parisiens. Ok, c'est bon. Il emmène les bouquins. 2 jours après, le directeur de la rédaction qui m'appelle, il m'a dit ah c'est super, on va bosser ensemble. Voilà. Donc j'ai commencé à bosser avec eux. On va dire 1 an et demi après. 1 an et demi, on va dire 2 ans et demi après que j'ai commencé à illustrer le premier fait divers. Voilà, tout ça pour dire qu'il faut ne jamais lâcher et aller jusqu'au bout. 2 ans au total. 2 ans, on va dire 2 ans, ouais. Et depuis, maintenant, tu travailles depuis 2 ans avec eux? Ouais, c'est ça, régulièrement. 1 fois par mois, un truc comme ça? Ouais, 1 fois par mois, 2 fois, ça dépend un peu des... En fait, ils m'appellent quand ils ont des sujets super ardus à illustrer par des photos. Oui. Voilà, et... Ce serait glauque avec une photo. Voilà, où c'est difficile de trouver des photos. Les sujets sont compliqués. Donc l'illustration c'est parfait. Tu uses de métaphores, tu fais des images. Et t'aimes bien cet exercice? Ah j'adore. Ouais. Ouais j'adore. C'est hyper stressant mais j'adore. Et puis la bonne nouvelle c'est que 2 ans après cette première collaboration avec eux, on prépare une exposition de tout ce que j'ai fait pour eux dans les locaux. Exclusivité pour le podcast. Voilà, c'est ça, exactement. Je n'ai parlé à personne, hein, vraiment. Trop bien. Voilà, donc on prépare une exposition dans leurs locaux. 2 ans de faits divers illustrés. Voilà. Et puis je vais expliquer comment j'ai abordé chaque sujet. Parce que c'est des sujets hyper durs, quoi. La pédopornographie... Enfin, je sais pas quoi, les viols dans les cités, et les mecs qui se font tuer à cause de la drogue, des trucs comme ça, tu vois, c'est des sujets hyper ardos. Comment tu fais pour illustrer ça? Voilà. Donc je vais expliquer un petit peu ça dans l'expo. Ça sera dans le hall en principe, si tout va bien. Et est-ce que avant Le Parisien, j'imagine que tu illustrais de temps en temps des sujets sérieux, mais est-ce que c'est quand même, ça s'est plus accéléré avec Le Parisien? Non, pas du tout, non. En fait, ça reste quand même assez. Le Parisien, ça reste un exercice à part hein, dans mon boulot quand même. Hein. Parce que le reste de tout ce que je fais à côté, c'est plus des trucs de com, des trucs de presse, mais sur des sujets beaucoup plus, on va dire, techniques ou plus light. Hein, ou des trucs d'entreprise ou de management, tout ça quoi. Donc c'est moins triste quoi. C'est pas forcément plus simple, mais c'est moins sensible. C'est les sujets moins sensibles. Ouais. Le Parisien, ça reste à part. Ouais. Ça donne un équilibre quoi. Ouais, ça donne un équilibre. Ouais. Mais j'ai du bol parce que j'ai l'impression que mon approche graphique permet d'illustrer à la fois des... Plus ou moins tout de façon sympathique. Voilà. C'est ta tagline. Ouais, c'est un peu ça en fait. Je peux faire le matin une couverture pour un livre jeunesse et puis l'après-midi un fait divers sordide pour le Parisien et puis je sais pas quoi, une newsletter pour le Crédit Agricole. Tu vois, c'est transversal, j'ai un truc transversal. Et comment t'as fait, donc ça fait 18 ans, si je me trompe pas, que t'es illustrateur, comment t'as fait pour te diversifier à ce point-là? Alors là, j'en sais rien. Je t'assure que je sais pas. Je sais pas, je sais pas, parce que je vois bien que certains illustrateurs, sont dans une case, tu vois, la case, pub, presse, je sais pas quoi, dessin éditorial, ou dessin de presse, ou bande dessinée, moi, c'est transversal. Moi, je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais peut-être que au fond, j'ai compris l'année dernière que c'était pas vraiment une histoire de style graphique, mais de ce que véhiculait mon dessin.
C'est-à-dire ce petit côté poétique, sympa, sensible, tu vois, ce côté-là. C'est peut-être ça, là. Mais je pense qu'on en a besoin. Ouais. On en a besoin plus que jamais. C'est-à-dire, comme tu disais tout à l'heure, genre le monde va pas bien. Ouais. Et je pense vraiment que c'est pas juste être naïf. Tu parlais de poésie, tu parlais de... j'ai oublié. La corde sensible, la petite touche sensible. Et je pense que le cynisme, la critique, toutes ces choses, au final, ça fatigue quand même. Bah, ça fatigue, mais toi, imagine que tu bosses, je sais pas moi, t'as un boulot hyper dur, j'en sais rien, flic ou je sais pas, j'ai dit ça, mais n'importe quel boulot hyper dur, voilà. Et le soir, t'as un pote qui t'appelle et qui te dit on va boire un coup, on va manger ensemble. Tu dis quoi? Tu dis ouais. T'as envie de prendre un peu, te détendre, prendre. Ben mon illustration c'est ça moi. C'est tu vois. C'est pour ça que ça marche. Mais je sais pas si c'est pour ça que ça marche, mais c'est tu vois les mecs qui sont bombardés d'informations sinistres toute la journée, tout le monde quoi. Tu vois le chômage, les guerres, les réfugiés, enfin tout va mal quoi. Bon, y a plein de trucs qui vont bien, mais on est bombardé d'informations qui vont mal. Et à un moment, t'as envie de souffler, quoi. T'as envie de boire un petit café, boire un coup avec un copain, te regarder un film, écouter une musique, écouter du Mozart, tu vois. Bah moi, c'est ça, quoi. Moi, je suis le quart d'heure qui va apporter aux gens ce petit quart d'heure, cette pause, la pause dans leur journée, j'espère. Enfin, c'est pas évident, hein, mais c'est peut-être ça mon truc, quoi. Non, mais mais ça s'est fait inconsciemment, hein. C'est pas calculé, quoi. C'est avec le temps que je me suis rendu compte de ça. Ouais. C'est en me faisant du bien, moi je faisais du bien aux autres. Et je me dis ah bah ouais, exactement. Mais ouais, mais c'est ça. Vas-y mon vieux, vas-y continue quoi. Ouais. T'as pas décidé d'être quelqu'un d'autre, t'as pas essayé de rentrer dans un moule, une autre case. Non. Alors j'imagine c'est un long processus quand même, mais tu t'es accepté entre guillemets, si on peut parler en ces termes. Tu t'es accepté toi et puis tu t'es rendu compte de ce qui te faisait du bien. Oui. Et t'as décidé de pleinement l'incarner. Ouais, voilà, c'est ça. Oui. Et ça fait du bien aux gens. Ouais, c'est ça. Et c'est ce qui te génère des commandes. Ben, je me demande, ouais, je crois que c'est ça. Je pense que c'est ça. De toute façon, comme on dit en anglais, c'est genre gentleness is underrated. Genre la gentillesse est... parfois, je pars en anglais comme ça et j'ai du mal à trouver les mots en français, mais je crois personnellement que la gentillesse, elle est pas bien comprise, notamment... c'est quelqu'un, on va lui dire genre t'as vu t'as vu un tel, ouais, alors c'était bien, ouais, elle est gentille. Oui, je comprends. Ouais. Et alors que personnellement moi je suis vraiment contre ça, je suis pas d'accord parce que la gentillesse c'est contre-culturel, ça te retourne le cerveau. Et je me souviens avec Madeleine, je lui avais acheté un livre qui s'appelait Petit éloge de la gentillesse et c'était un essai un peu philosophique, historique aussi sur un petit peu d'où sur la gentillesse, et ça te démontre vraiment que la gentillesse c'est pas du tout ce qu'on croit quoi. C'est loin d'être naïf en fait la gentillesse. Aujourd'hui la politesse, la gentillesse, la poésie c'est considéré comme des faiblesses. Mais enfin chacun pense ce qu'il veut, mais personnellement moi je considère que c'est des forces. Être gentil pour moi ça n'a rien de péjoratif quoi, c'est une force quoi. Le mec est gentil, il a jamais de problème. Ouais. Même il fait du bien autour de lui quoi. C'est ouais bon enfin voilà. Alors c'est sûr que de temps en temps on m'attaque tu vois. Ouais bisounours c'est tout. Mais c'est très peu finalement, très peu. Et ça te fait quoi quand tu rien ouais j'assume ouais. Bah ouais c'est bisounours quoi et alors. Ouais, t'aimes pas les marmes à papa, toi? Ouais. Ben, ça te rappelle pas quand t'étais petit, les mecs méchants le soir, ils regardent les trucs de quand ils étaient jeunes à la. C'est les plus gros émotifs en fait, les gens méchants. Ouais. Non, attends, c'est pas une faiblesse la gentillesse ou la sympathie, la poésie. Dire merci, c'est pas une faiblesse, quoi. Voilà. Pour moi, c'est des forces. Et même ça nous rend. Moi, je suis sensible. Hein. Je suis sensible, mais c'est une force la sensibilité. Hein. C'est une force. Hein. De toute façon, pour être illustrateur ou artiste, enfin, je pense que la sensibilité c'est une qualité super importante. Sinon, on serait des techniciens, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis bon, après, non, parce que tu vois sur. Enfin, être technicien, c'est une bonne chose aussi. Hein. Il faut de la sensibilité. Je sais pas, t'es directeur de la photographie, bah. T'es aussi un artiste en fait, mais il te faut de la technique et donc je nuance ce que je dis là quand même. Mais
Je pense vraiment que la sensibilité, c'est ultra important. Non, mais face à ça, t'as toujours des mecs. Moi, je reçois de temps en temps, je vois bien sur les réseaux des petites attaques, genre bienvenue chez Bisounours ou le mec, il nous fait des fleurs alors que la planète elle va péter dans 6 mois, tu vois. Face à ça, j'assume quoi. Mais par contre, j'ai 10 fois plus de messages. Quand je te dis 10 fois plus, c'est 100 fois plus de messages qui disent ça me fait du bien, merci et tout. Je me dis j'ai raison quoi. J'ai raison face à tout ça. Enfin, en tout cas, j'ai raison pour moi. Hein. Après, dans l'absolu, oui. J'ai pas raison, mais je veux dire pour moi, j'ai raison de continuer. J'ai aucune raison de faire autrement. Je me sens mieux là-dedans et puis voilà. Hein, mais attention, faut le faire. Quand je dis c'est pas stratégique, quoi. Faut le faire parce que tu le sens. Hein. Oui, c'est cohérent avec qui tu es. Mais oui, voilà, faut le faire avec le cœur. Hein. Faut comme tout. Si tu veux que ça marche, faut le faire avec le cœur. Hein. Faut que tu fasses les choses vraiment parce que tu le sens, quoi. Quand je dis bonne journée aux gens, je le dis pas pour leur faire plaisir. Je le dis parce que j'ai envie qu'ils passent une bonne journée, quoi. Au final, quand tu faisais de la bande dessinée, c'était une sorte de fantasme, une sorte de rêve que tu avais envie d'accomplir. C'était artistique, c'était expressionniste, c'était tout ce que tu disais. Mais au final, ça te tirait vers le bas. Et c'était peut-être pas ce qui bouillait vraiment à l'intérieur de toi. Ouais. C'était une approche plus intellectuelle. Voilà. C'est-à-dire... tu vois l'expressionnisme allemand, Kafka, la littérature et tout, j'adore, tu vois, mais mon approche l'approche de mon métier de dessinateur de bande dessinée, c'est une approche intellectuelle. C'est-à-dire je reproduisais des choses qui me touchaient intellectuellement. L'expressionnisme, mais après ça correspondait à ce que je ressentais, mais c'était intellectuel, je pense quand même. Et aujourd'hui, non? Non, aujourd'hui c'est le cœur qui parle. Alors c'est super intéressant que tu dis ça parce que en préparant cette interview, tu t'imagines bien, j'ai un peu été, j'ai dit ton blog, etc. Alors ton blog c'est génial parce que il y a tellement de choses dont on pourrait discuter, mais je me souviens d'une phrase qui m'avait marqué. Moi en tant qu'illustrateur, comme tu sais, j'aime beaucoup un peu de travailler le conceptuel. L'idée c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Réussir à synthétiser en une image claire parfois des concepts un petit peu plus abstraits ou un petit peu plus compliqués. Puis c'est aussi la façon dont mon cerveau fonctionne. Et donc du coup, pour moi, je considère que c'est une des choses que je préfère. Et pourtant, enfin, je devrais peut-être pas dire et pourtant, mais je lisais sur ton blog à un moment donné, tu dis le conceptuel parle à l'esprit, mais les illustrations qui représentent un peu les situations de tous les jours parlent au cœur. Oui. Et est-ce que tu peux développer ça, quoi? Ouais, alors c'est-à-dire, alors ça c'est un peu un sujet un peu abstrait. Ouais, je disais qu'en fait, quand je commence une illustration, il y a trois questions que je me pose tout le temps. Bon, il y a 2 questions d'ordre technique, graphique, bon, trait ou pas trait, voilà. Et il y a une image ouverte ou image fermée. Et la 3e question que je me pose, c'est image conceptuelle ou image, dire ce que j'appelle réaliste, c'est-à-dire assez proche de la réalité. Image réaliste, c'est tu représentes en gros les proportions comme elles sont dans la vie, donc. Et puis les perspectives en gros quoi, hein, même si t'es un peu fantasque, mais globalement ça représente. Et l'image conceptuelle est vachement plus intello quoi, qui fait appel à des métaphores. Tu vois, tu peux faire des gens démesurés par rapport à des immeubles. Voilà, on est un peu plus dans le conceptuel. Et là, je pense qu'on parle plus au cerveau des gens parce que les gens vont faire le rapprochement entre. Quand je travaille pour le Parisien, par exemple, je fais des images conceptuelles, c'est-à-dire je vais faire appel à des contes, à des clichés, des proverbes, des métaphores. Donc là, tu parles au cerveau. Les gens, ils ont des connaissances, ils ont des mécanismes. Qui vont dire, tu vas représenter un ogre. L'ogre, ça fait penser au conte et tout ça. Donc tu vois, tu parles au cerveau. Mais alors, je me suis un peu paumé dans mon explication là. Non, mais c'était le conceptuel parle à l'esprit. Par contre, la situation de tous les jours parle au cœur. Oui, alors ça c'est, oui, alors c'est ça. Mais alors ce que je voulais dire aussi, c'était par rapport à ça, c'est que tu peux quand même faire des images conceptuelles, mais avec le cœur. Vas-y, développe. Voilà, c'est-à-dire si tu fais des images conceptuelles que tu fais parce que t'es passionné de, j'en sais rien moi, de contes ou de proverbes ou parce que tu sens les choses. Je sais pas comment t'expliquer. C'est vraiment dur ça. Ouais. Tu me pousses dans mes retrouvailles. J'avais envie de plonger dans le cosmos là, les trucs un peu ésotériques, non, abstraits. Ce que je veux dire, c'est globalement, tu peux tout faire avec le cœur, même des choses intellectuelles. Mais si c'est fait avec le cœur, c'est quand j'y ai non mais parce que je me reconnais là-dedans, c'est-à-dire que
je crois, bon, j'ai beaucoup moins d'expérience que toi, c'est quand même 18 ans d'expérience, mais je sais que ce qui m'éclate le plus, et aussi où j'ai eu des retours aussi, que on me dit, bah, t'es vraiment fort dans la conceptualisation, dans l'idée. Et moi, j'aime trop ça, en fait. Bah, je vais pas me répéter, je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, j'aime bien synthétiser. Je sais que la façon dont mon cerveau fonctionne, j'aime synthétiser, simplifier, vulgariser des idées complexes, parce que j'aime bien les grandes idées. C'est la façon dont je fonctionne, les grandes idées un peu philosophiques, ésotériques, des trucs qui sont difficiles à mettre des mots dessus. Et de réussir je peux pas le représenter par quelque chose de réaliste, parce que c'est pas une situation réaliste. Mais d'un point de vue business, si je peux dire ça comme ça, je peux complètement concevoir que on peut peut-être mieux gagner sa vie en parlant au cœur, parce que je pense que c'est quand on parle au cœur que on met la main au porte-monnaie d'une certaine manière. Et ce podcast, c'est aussi pour un petit peu discuter donc des coulisses de nos métiers et moi, j'ai envie de savoir comment est-ce que les freelances et les illustrateurs et les autres créatifs que j'admire, comment ils ont fait. Et pour moi, tu es notamment une de ces personnes-là. Et je me demande si moi, du coup, en étant plus fort, entre guillemets, dans ce qui est conceptuel, est-ce que je me tire pas une balle dans le pied et je devrais, tu vois ce que je veux dire? Pourtant, selon moi, je mets le cœur dans ces sujets conceptuels. Non, parce que quand tu fais du conceptuel, t'as beau le faire avec le cœur, mais tu parles quand même au cerveau des gens. C'est ça. Après, tu peux faire du conceptuel et puis avec de la poésie dedans, pourquoi pas, tu vois? Ouais. Pourquoi pas? Moi, c'est ce que je veux faire. Il peut y avoir de la poésie, mais la façon dont t'abordes une illustration de façon conceptuelle, de toute façon, tu parleras d'abord au cerveau des gens, parce que pour comprendre, je sais pas quoi, pour comprendre des jeux de mots ou des jeux graphiques, ou c'est le cerveau qui va d'abord analyser. Mais ça n'empêche pas que ça peut transparaître là-dedans de la poésie, je sais pas, du rêve. Bien sûr, tes illustrations, elles sont pleines de rêves, elles sont conceptuelles. Et il y a du Matisse là, il y a vachement de rêves dans ton boulot. Pas du Matisse, du Magritte, pardon. Aussi, ouais. Il y a aussi. Le surréalisme. Les deux d'ailleurs. Oui, mais deux. Matisse, c'était dernièrement. Matisse, tu en avais parlé. Ouais. Voilà, tu vois, par exemple, Matisse, Magritte, c'est conceptuel, mais derrière, il y a de la poésie, du rêve. Ouais. Tu vois, c'est pas incompatible. Même si, tu vois, je pense quand même que Magritte parle au cerveau des gens. Mais il en profite pour. Après, c'est sûr que si on te commande une campagne sur l'eau ou sur un fonctionnement dans une entreprise, on va pas te demander d'être conceptuel, quoi. Voilà, il faut être factuel, il faut des gens dans des bureaux. Et puis après, rien n'est tout blanc, rien n'est tout blanc. Non, c'est sûr. C'est pas soit t'es conceptuel à 100%, soit tu peux trouver un juste milieu. Enfin, ce qui me semble important de toute façon là-dedans, c'est de faire les choses comme tu le sens vraiment. Tu vois, c'est ça qui me paraît évident avant tout, quoi. Ouais. Non, mais en fait, c'est marrant parce que j'avais cette question, mais je comptais pas te la poser, en fait. Oui. Je me disais, c'est un truc un peu perso, etc. C'est peut-être un petit peu trop intello, machin. Mais vu que t'es venu sur le terrain, je me suis dit, je vais lui poser la question quand même. Mais oui, on n'est pas obligé de s'attarder. Non, mais après, puis de toute façon, je tiens pas la vérité. Je parle pour moi. Non, c'est sûr. Non, mais. Ce que je vais te dire, tu vas recevoir un mec demain, il va te dire tout le contraire et ça sera aussi valable. Oui, mais c'est pas le mec de demain que j'ai invité ce soir. C'est toi. C'est toi que. Et je vais changer un petit peu de vitesse là. Je sais pas si ça se dit en français. En anglais, ils disent I'm gonna switch gears here. Vas-y. C'est parce que j'écoute des podcasts en anglais. Je reviens un petit peu au début, ta période, tu te rends compte que tu veux plus travailler dans l'électrotechnique, passage par la bande dessinée, vers l'illustration. Sur ton blog, il y a un article intitulé genre 3 façons de se planter ou un truc comme ça. Et tu décris un peu ton parcours en dents de scie et tu cites notamment un petit livre de Charles Pépin, Les Vertus de l'échec, qui t'a beaucoup marqué apparemment. Et je serais très intéressé que tu me dises un peu pourquoi est-ce que ce bouquin t'a parlé, avec un regard sur ta carrière, quoi. Oui, alors moi je pense que le mot échec est un peu fort, mais en France, en tout cas, j'ai pas l'expérience de l'étranger, mais il me semble que les pays anglo-saxons considèrent pas l'échec comme quelque chose de pénible ou désagréable. En France, oui. C'est ça qui développe Charles Pépin dans son livre. Il te dit qu'en France, dès que tu te plantes, t'es mauvais, quoi. En gros, c'est dans l'inconscient collectif, c'est ça. Et en réalité, non.
quand tu te plantes, en réalité, tu progresses. Bon, si tu te plantes tout le temps, c'est difficile à vivre. Mais c'est difficile à vivre parce que tu décides que c'est difficile à vivre. Si tu décides que c'est pas difficile à vivre, bah tu te plantes et tu recommences quoi. Quand on apprend à marcher, on tombe sans arrêt quoi. Et on se plante, c'est autant d'échecs et au final on marche. Quand on parle, c'est pareil. Quand on apprend à parler, bah quand on fait de l'illustration, c'est pareil. Quand on fait n'importe quoi, dès qu'on entreprend quelque chose, bah oui évidemment il y a le risque de se planter. Si tu bouges pas, tu tombes pas. Tu vois. C'est donc je pense qu'il faut se planter. Il faut se planter, c'est désagréable, c'est hyper désagréable. Et en même temps, c'est quand tu sors de là, t'en sors grandi, mais à chaque fois. Donc j'ai eu trois gros plantages, on va dire, ou deux, je sais plus, trois. Qu'est-ce que j'ai dit dans mon blog? Ah, c'est ton blog, hein, moi je sais pas. On va dire deux ou trois, ouais. Deux. Je pense que tu disais ton premier plantage c'était l'électrotechnique. Ouais, c'est ça, ouais. Puis C'est-à-dire, la bande dessinée. bah, tu fais des études, tu fais un BTS, on te fait croire, moi, un BTS électrotechnique, on te fait croire que tu vas bosser là-dedans, et toi, t'es convaincu, t'es bon en maths, en physique, tu sors de ton BTS, tu trouves du boulot, tu commences à bosser, tu gagnes ta vie, tu commences à grimper, et puis tu te rends compte, mais non, c'est pas toi, ça, t'es pas à ta place, mon vieux, là, qu'est-ce que tu fais là? Et là, tu te dis, mais je me suis planté, là. Je me suis planté, hein. Ça fait 15 ans que je me plante, que je crois que je suis à ma place et là tu te prends une claque quoi. Là tu te dis ah ouais, ça fait 15 ans que je bosse là-dedans, que j'ai fait mes études là-dedans et là tu te dis bon bah OK, je me plante, je fais autre chose, tant pis quoi. C'est désagréable, hein. C'est hyper désagréable, hein. Donc je change, je deviens un vieux rêve d'enfant, dessinateur de bande dessinée. J'y arrive. Donc au bout de quelques années, je fais quelques albums et tout. Et là, tu te dis, ah ouais, super, c'était ça ma voix. Puis tu te rends compte au bout de quelques années que non, tu t'emmerdes. C'est pas ça ton truc. Tu te fais chier, ça t'emmerde la bande dessinée. Ça, tu prends pas ton pied. À côté, tu fais des boulots de commande et tu t'éclates plus. Tu vois, c'est quand même étonnant. Mais là, par contre, c'est pire parce que c'est un rêve d'enfant là, qui vole en éclats. T'as toujours voulu faire à hauteur de bande dessinée, tu l'es. De quoi tu te plains. Tu vois. Et là, deuxième grosse claque. Tu dis, ah ouais, non, mais je vais arrêter. Donc au départ, tu considères ça comme un échec. Puis au bout de 6 mois, tu te dis, mais non, mais c'était pas un échec. C'était une étape vers l'illustration. Et l'illustration, où là, je m'éclate. Vraiment. Jusqu'à quand? Je sais pas. Mais je suis sur mes gardes maintenant. Tu vois, je me dis, si demain, vraiment, je sens que je m'emmerde ou que j'ai plus la passion, je considérerais pas ça comme un échec, je considérerais ça comme une étape. Voilà, vers autre chose. Et à chaque fois, j'ai été plus heureux. À chaque fois, je t'assure, hein. Tu te prends 6 mois de dépression, de claques dans la gueule et tout ça, et 6 mois après, quand tu ressors de là, eh ben, t'es grandi, t'es heureux. Quand tu discutes avec les gens, ils te disent, ah, t'as du bol, toi. Et ouais, j'ai du bol, hein. C'est vrai, hein. Ils savent pas ce que t'as vécu derrière. Bah, ouais, bon, après, j'ai du bol parce que tout le monde ne peut pas, tout le monde n'a pas la sa niaque, vie je en sais pas faisant quoi, quelque chose voilà, où il y a des gens malades et tout ça, donc ils peuvent pas, mais donc j'ai du bol. Mais si tu veux, c'est nécessaire les échecs. Mais tu sais les échecs, mais c'est tous les jours, hein. Tu envoies des trucs, les mecs ils te disent c'est naze ce que tu fais quoi. Ou non, tu recommences. Quand je faisais de la bande dessinée, j'ai balancé 30 ou 40 projets de bande dessinée d'albums. À chaque fois ça revient dans la tronche en te disant non c'est pas bon. Ou des fois ils te répondent même pas, tu vois. Et ça c'est des échecs tout ça. Mais en réalité, c'est pas des échecs, c'est autant de fois que tu as essayé jusqu'au moment où tu y arrives. Voilà, c'est très sportif en fait comme approche, tu vois. Je pense que les mecs qui font du haut niveau en sport, ils en sont là. Et est-ce que dans ton entraînement sportif, tu as développé des réflexes, est-ce qu'il y a une certaine philosophie, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont aidé à j'ai pas envie de dire de t'endurcir parce que c'est pas le terme que je veux utiliser, mais qui t'ont rendu plus. Tu disais tout à l'heure que t'étais pas très endurant, mais en fait t'es endurant quand même, et qui te permettent de tenir sur la durée quoi quelque part. Ouais. Dans les moments difficiles, dans les moments d'échec avec des gros guillemets où tu te rends compte que tu t'es planté, qu'est-ce que tu as développé pour tenir sur la durée? Ah oui, alors
Moi, je fais plein de théories, tu sais. Allez, On en a vas-y. parlé, vas-y. Je te balance la théorie de la chaise. Ah oui, oui, oui. Cette théorie-là, parce que ça m'aide vachement, en fait. Hein. Ouais. Ouais, donc là, j'ai une théorie, moi, j'appelle ça la théorie du tabouret. Voilà. Donc en fait, tout est une histoire d'équilibre, je te l'ai dit tout à l'heure. Et puis moi, j'ai le tabouret à 3 pieds. Hein, tu vois, je suis assis sur le tabouret et je suis bien assis. Et il y a 3 pieds, donc si tu retires un des pieds, bah ça se casse la gueule. Si tu raccourcis un des pieds, bah ça se casse la gueule. Donc en gros, il faut que 3 pieds. Et donc les 3 pieds, pour moi, c'est ma passion, donc l'illustration. Le deuxième pied, c'est la famille, mes enfants, ma femme, et tout ça. Et le troisième pied, c'est les autres passions qui sont extérieures au monde professionnel de l'illustration et de la famille. Donc le sport, je fais un peu de sport. Et ces 3 mondes-là sont presque, comment dire, ils sont séparés les uns des autres, mais en même temps, ils existent que ensemble. Voilà, c'est Ils sont ça. intimement liés. Voilà, c'est ça. Donc j'ai besoin de passer du temps avec ma famille, j'ai besoin des vacances, j'ai besoin d'aller au resto avec eux, j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'être avec ma femme. J'ai besoin de faire mon métier, de dessiner, de créer. Quand je suis en vacances, je crée un peu. Voilà, j'ai besoin quand je suis crevé d'aller à l'escalade ou faire du vélo. Voilà, j'ai besoin de ça. Et si tu me retires un des 3 pieds, je vais me casser la gueule. C'est pas la peine. Donc c'est pas la peine que j'essaye de travailler plus en faisant moins de vélo ou en faisant moins de famille, parce que je vais me viander. Voilà. Et ça permet aussi, quand t'as un truc qui déconne un peu, par exemple, quand t'as le moral en berne en illustration, bah tu vas à l'escalade, tu vas retrouver les potes de l'escalade. Les potes de l'escalade, t'as un douanier, t'as un informaticien, t'as une prof, et t'es ailleurs, quoi. Tu vois qu'ailleurs, il y a un autre monde possible. Et ça fait du bien, tu vois. Et après, tu reviens dans l'illustration et tu te dis, non, mais pourquoi j'avais le blues? Tu vois? Et c'est pareil dans les trois domaines. C'est une sorte d'équilibre. Voilà. Ouais, moi, c'est 3 pieds, mais il y a des gens, c'est peut-être 4 ou 5, j'en sais rien. On en parlait tout à l'heure. On a chacun assis sur une chaise avec plusieurs pieds. Il y a des gens qui sont assis sur un pied, ça leur suffit. Il y a des gens qui passent leur vie. Je vois parmi les gens que je suis dans les illustrateurs, il y a des gens, ils passent leur vie à faire ça, quoi. C'est leur vie, quoi. Tout est là, quoi. Tout est dans l'illustration, mais moi je peux pas. Et c'est comme tu disais tout à l'heure, il n'y a pas une recette qui fonctionne pour tout le monde. Non. Parce que je sais, moi, que il y a des gens qu'on peut admirer et qui sont je sais pas, ils font des illustrations en oblique, en mode pointilliste, et ils font leurs illustrations, c'est pas des illustrations, c'est des cathédrales, quoi. C'est magnifique. Mais je me souviens, je disais, mais oui, mais bon, si moi je restais dans ma chambre pendant 3 ans à juste dessiner, c'est sûr que potentiellement, alors c'est pas sûr, mais il y a des grandes chances que je m'améliore quand même drastiquement dans ma technique et dans mon travail. Mais je sais que moi j'ai vraiment besoin, un peu comme toi, moi je sais que je pense que je dois sûrement avoir une sorte de tabouret à 3 pieds aussi, où moi il y a ma femme et mon fils là depuis peu, depuis 7 mois là, j'ai un petit garçon. Donc ma passion de l'illustration aussi, comme toi, je suis un passionné. C'est vraiment quelque chose presque qui me dépasse en fait. C'est une quête insatiable que j'ai besoin de mener de front à temps plein tout le temps. Et aussi, je suis très attaché aux gens, je suis très relationnel. Et je pense que si j'ai pas ça, honnêtement, je déprimerais, quoi. Ça n'irait pas. Sûr. C'est évident. Et c'était une de mes questions, mais en fait, tu y as déjà répondu. Mais je sais que nous, en tant que freelance, on a une tendance à potentiellement être un petit peu obsédé par notre boulot et constamment y penser. Et même quand, je sais pas, tu fais l'escalade, du vélo, ou que tu es avec ta femme et tes enfants, c'est quand même, j'imagine, là, à l'arrière de ta tête. Oui, c'est toujours là, mais c'est vital quand même. Ouais, c'est vital, ouais. Mais tu vois, par exemple, l'escalade, c'est pas un hasard, hein. C'est pas un hasard, hein. Parce que autant, tu vois, la natation ou le mec qui court, moi j'ai essayé ça, hein. En fait, je nageais, mais je continue à cogiter, quoi. C'était pas possible, quoi. Moi, je cogite toujours quand je nage. Voilà. Bah, écoute, fais de l'escalade. Tu vas arrêter de cogiter parce parce que à partir du moment où tu commences à mettre le pied dans l'escalade, il y a des histoires de sécurité et tu remets ta vie entre les mains d'un autre mec. Et toi, t'as la vie de l'autre dans tes mains, quoi. Si tu lâches, le mec, il tombe et il meurt, tu vois. À ce moment-là? Ben oui. Non, mais je t'assure. Tu joues ta vie toutes les semaines. Bah, tu joues pas ta vie. Je connais rien en escalade. Hein, non, bah, tu joues pas ta vie parce que tu tombes, je fais de l'escalade en salle, hein, mais tu fais ça en falaise, une chute et c'est réglé, quoi, hein. Mais ça arrive tous les ans, hein. Voilà. Donc, en gros, il y a des histoires de sécurité, il y a des histoires de concentration, donc, tu passes 10 minutes
Tu vois, j'arrive le lundi soir à 20h, à 20h05, j'ai oublié tous les problèmes, quoi. Tous les problèmes de famille, tous les problèmes professionnels, et je ressors de là-dedans à 10h30, lessivé, et te dire, ah ouais, mais en fait, ces problèmes, c'était pas des vrais problèmes, quoi. T'es passé pendant 1h30, 2h à autre chose, quoi. À te concentrer sur... Tu prends du recul et la perspective, du coup. Mais oui, tu te concentres sur là où tu vas mettre ton pied, parce que si tu mets ton pied à côté, tu te casses la gueule, quoi. Ouais. Bon, il y a des sécurités, donc tu tombes pas, parce que le mec en bas, il t'assure. Mais si tu veux, c'est... Vivez dangereusement et vous aurez l'esprit plus tranquille. Oui, alors après, c'est pas dangereux si tu fais attention à ce que tu fais. Si tu fais attention, si t'as confiance en l'autre, si tu te concentres, c'est pas dangereux. Mais ça fait partie des sports à risque, tu vois. Donc il faut que tu te concentres. Tu peux pas cogiter, en fait. C'est impossible. C'est l'instant présent. Tu vois, c'est une forme de méditation, qu'on appelle ça. En pleine conscience. Pleine conscience, voilà. T'arrives, t'es obligé de te concentrer sur la façon dont tu fais le nœud, tu vois. Parce que si tu fais mal le nœud, bah tu tombes, tu vois. Donc il faut que tu te concentres sur la façon dont tu fais ton nœud. Il faut que tu te concentres sur ce que le mec il fait en face de toi, parce que si tu regardes pas et que tu lâches le mec au moment où il fait un geste, voilà, bah il tombe. Donc t'es obligé. T'es dans l'instant. T'es dans les... Voilà. Donc c'est pas un hasard l'escalade. C'est pas un hasard pour moi l'escalade. C'est... Voilà. Je trouve ça intéressant. Moi je sais, alors je suis pas très sportif. Je dirais que le seul sport que je fais, ou devrais-je dire faisais, parce que j'y suis plus allé depuis 8 mois, depuis que je suis devenu papa, donc c'est la natation. Et je pense que j'aimais bien justement le fait que si je suis dans l'eau, je peux pas en sortir pour aller écrire un truc, ou pour aller dessiner quelque chose, ou pour enregistrer quelque chose. Je suis obligé de rester dans l'eau et faire mes longueurs. Mais j'ai comme une sorte de plaisir à mariner, justement, je peux utiliser ce terme, à mariner dans mes réflexions. Ouais. Mais j'avoue que pour peut-être déconnecter le cerveau, parce que en tant que freelance, en tant qu'illustrateur, j'y pense énormément. Ah oui, oui. Mais tant mieux, parce que je me dis que si je faisais un métier dont je m'en foutais, voilà quoi. Mais donc, si on revient à ta métaphore du tabouret, les activités à côté, ça te permet vraiment de déconnecter. Ouais, mais tu vois, ça peut être, enfin moi c'est l'escalade, mais il y a des gens, ça peut être la poterie ou le puzzle, j'en sais rien, enfin le macramé, la cuisine. Quand tu cuisines, tu coupes des légumes. Moi j'adore cuisiner. Tu coupes des légumes, pendant que tu coupes des légumes, tu penses à rien, tu vois. C'est vrai. Ouais, ou la musique, tu peux faire un instrument de musique, tu vois, c'est pas mal aussi la musique, ça. Ouais. Tu te concentres sur un truc. Bon, moi, c'est pas mon... Non, moi non plus, je suis un amateur, mais je suis pas faire de la musique, c'est pas mon truc, quoi. Enfin, voilà. Donc, c'est une histoire d'équilibre, encore une fois. Je trouve mon équilibre là-dedans et c'est vraiment indispensable. Et tu le comprends, hein, parce que ça m'est arrivé déjà d'empiéter sur l'un ou l'autre parce que trop de boulot, alors tu vas moins au sport, et puis tu te rends compte au bout d'un mois que ça va pas, quoi, ça va pas du tout, là, t'as le moral en berne, t'es pas bien, tu fais chier tout le monde, voilà, tu vois. Et tu sais pourquoi? Parce que t'as pas été au sport, c'est tout. Voilà. Donc il faut garder une certaine il faut trouver ton équilibre. Qualité de vie, mais spécifique à nous-mêmes, pour nous permettre de continuer à être efficace professionnellement. Exactement. D'accord. Et c'est sûr, des fois tu cogites sur une illustration, tu trouves pas d'idée, t'as passé la journée à chercher une idée, tu la trouves pas, tu vas au sport, tu reviens, et hop, l'idée, parce que le cerveau il est bien foutu. Le cerveau il est super bien. Parce que inconsciemment ton cerveau il bosse. Tu vois, pendant que tu vas faire du vélo ou l'escalade. Même quand on dort, il bosse. Ben bien sûr. Donc tu penses plus, mais par contre ton cerveau il est intelligent, il bosse. Le croquis c'est bien aussi pour ça. Quand tu vas au musée, tu fais des croquis. Moi je fais des croquis, j'aime bien. Pendant que tu te concentres sur ce que tu vois, bah tu penses pas à tes problèmes, à l'idée que tu dois trouver que tu trouves pas. Est-ce qu'on pourrait dire que faire des croquis pour toi c'est une sorte de méditation? Exactement. Non mais parce que j'avais aussi une sorte, c'était pas une question que je voulais vraiment te poser, mais c'était une question bonus, si je puis dire. Mais moi je sais que j'ai un besoin incroyable d'avoir un sens dans tout ce que je fais. Je suis motivé par le sens. Un truc qui n'a pas de sens pour moi, et du coup, je vais dessiner parce qu'il y a un but derrière. Et si le but c'est juste m'entraîner, ça va pas être suffisant pour me mettre le crayon dans la main et dessiner, tu vois. Oui. Alors quand je suis en vacances et tout, ça m'arrive de dessiner, hein, c'est pas ça. Hein. Mais pas autant que toi déjà, parce que je le sais, objectivement, je sais que quand je vois tes carnets de croquis et tout, tu dessines beaucoup plus que moi. Mais du coup, c'est intéressant parce que ton approche, c'est comme si tu continues de t'exercer tout en déconnectant ton cerveau de l'obligation professionnelle au final.
Ouais. C'est de la méditation, enfin. Ouais, ouais. Ben en fait, j'ai mis longtemps à comprendre ça aussi. Hein. Tu vois, je sais pas si t'as dû le lire, j'imagine, mais j'ai fait un article sur le croquis en fait dans mon blog. C'est au début, je trouvais ça chiant. Hein, je te dis, hein, ça me prenait la tête. J'avais pas quoi croquer. Moi, je voyais des copains, ils avaient des carnets de croquis magnifiques. Et puis moi, j'étais là, mais qu'est-ce que je vais dessiner je trouvais que rien n'avait un intérêt en fait. Tu vois, je trouvais que pourquoi tu vas croquer alors qu'avec ton téléphone tu fais une photo en 5 secondes, c'est capté quoi, tu vois. Et je me faisais chier, je t'assure, dans la rue, mais il fallait croquer, tu vois. Il paraît que ça fait évoluer tout ça, donc je croquais, mais bon. Tu peux crâner sur les réseaux sociaux avec. Ouais, voilà, en plus tu frimes et tout, les croquis et tout. Non, en fait, j'ai commencé à prendre plaisir à faire des croquis le jour où j'ai compris qu'il fallait pas qu'il y ait un but. Et quand je suis allé en vacances en Grèce, j'ai commencé à me dire que j'avais envie de montrer une certaine idée de la Grèce. Pas ce que je voyais, mais plus j'interprétais un peu. J'interprète. Dans mes croquis, j'interprète. Je représente pas fidèlement la réalité. Ça m'intéresse pas. Je vais te prendre un bâtiment, je vais commencer à le croquer, et puis tout de suite, ça va partir, je vais te rajouter un truc qui a rien à voir, un palmier que j'ai vu à droite, une bagnole que j'ai vue derrière. En fait, je recompose, si tu veux. Donc les gens qui voient ça, ils disent ah ouais, il a croqué d'après nature, mais pas tellement en fait. Au final, les gens ça donne une idée de la Grèce, une idée de la Turquie, une idée de je sais pas quoi, de la forêt, mais c'est pas vraiment la forêt quoi. C'est comment moi je l'ai imaginé en la regardant. Et là, je commence à prendre du plaisir là. Et je sais pas si je suis clair en fait. Si. Non, mais du coup, c'est la quête du plaisir au final. Voilà, c'est ça. De la paix. Oui. En fait, quelque part, en t'écoutant, je me rends compte que faire quelque chose, ça paraît bête, hein, ce que je vais dire, mais faire quelque chose juste pour le plaisir, c'est reposant. Ben c'est reposant, ouais. Et oui, parce que pour le coup, là en ce moment, je fais des séances de croquis au Louvre. Je vais ils ont un département des arts de l'islam et puis les antiquités grecques. Et c'est fou, mais toutes ces antiquités là, c'est rempli de motifs graphiques. Tu vois, c'est de symboles, de plein de trucs incroyables. C'est hyper riche graphiquement, tu vois. Je m'en étais jamais rendu compte. Et du coup, je vais faire des croquis. Je te croque des je sais pas quoi, des assiettes turques avec des oiseaux là-dedans, des fleurs et tout ça. Mais c'est hyper graphique, quoi. Et de copier ça, bah écoute, ça me fait un bien fou, quoi. C'est fou, hein. Voilà. Et alors j'interprète, c'est pareil. Je vais pas te représenter l'assiette telle qu'elle est, mais je vais te prendre une fleur qui est là, un dauphin qui est là. Claude, les fleurs, les dauphins, c'est pas un peu bisounours tout ça? Si, c'est un peu bisounours. Cool. Un petit peu le mot de la fin. Si tu devais donner un conseil à un jeune illustrateur ou illustratrice qui aimerait peut-être aller un peu dans la même voie, ce serait quoi? Alors, il faut qu'il soit passionné. Voilà, c'est ça mon conseil. Le vrai fond du truc, il faut que tu aies la passion, quoi. Si t'as pas la passion, tu pourras faire ce boulot, hein. Mais tu vas te galérer, tu vas te faire chier. Ça va être dur, ça va être pénible. Et si t'as pas la passion, et tu le sais si t'as pas la passion. Tu le sais, moi je crois qu'on le sait. Parce que je veux dire, quand je vois des étudiants, moi, dans des forums où ça m'arrive, je vois tout de suite ceux qui sont passionnés. Je vois quand ils me parlent, la façon dont ils me parlent, la façon dont, et je vois ceux qui veulent faire ce métier-là pour de mauvaises raisons, parce que ça les fait rêver, tout ça, mais au fond il y a pas, et derrière il y a rien. Il faut la niaque. Ben, c'est pas que la niaque. La niaque, elle vient parce que t'as la passion. Si t'as pas la passion, t'auras pas la niaque. Ouais, tu vas d'accord. vite abandonner. D'accord. Tu vas trouver ça chiant. Et il faut être passionné. Ouais, et tu le sais, hein, et ça tombe par hasard dessus, en gros, hein, ce que je te disais, hein, c'est peut-être une faille chez toi qui fait que tu seras passionné et si t'as pas la passion, t'iras pas loin. Voilà, parce que tu prends des gamelles sans arrêt, donc, tu vas te fatiguer rapidement, hein. Voilà. Et puis après il y a un tas de conseils pratiques, hein. Mais pour ça vous pouvez aller voir le blog de Claude. Il y a une liste de 50 conseils. Dis bonjour la dame, essuie-toi les pieds en rentrant.
D'ailleurs, en parlant de blog et ce genre de trucs, où les gens peuvent-ils retrouver ton travail? Sur mon site, claude-illustrateur.com, .fr. Voilà. Simple, efficace. Voilà, et puis après, sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, plus sur Instagram quand même parce que c'est de l'image. Voilà, mais surtout sur mon site. D'accord. Voilà. Cool. Merci pour ton temps, Claude. C'était super agréable. Avec plaisir, c'était super sympa de partager ce moment avec toi. Ouais. Et puis, écoute, j'ai hâte d'écouter ça en podcast. Ouais, je sais pas encore quand ça va sortir, mais j'ai trop hâte aussi que ça sorte. Donc, merci beaucoup, Claude. C'était top. Merci. Ok. C'était ma discussion avec Claude. J'en garde un excellent souvenir. Donc Claude, merci encore à toi. Si cette interview vous a donné envie de découvrir son travail, n'hésitez pas à visiter son site internet et à le suivre sur les réseaux sociaux. Il est très actif sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Claude est partout. Vous trouverez le lien de ses profils dans la description de cet épisode. Puis mention spéciale pour son blog auquel j'ai fait quelques références pendant cette interview. Son blog fourmille d'informations, de conseils, de réflexions toutes plus intéressantes les unes que les autres. Si vous aimez la lecture, allez y jeter un petit coup d'œil, ça en vaut vraiment la peine. Merci également à mon ami Adrien Guy pour la musique du générique. J'espère que ce petit son électro-pop bidouillé vous plaît. Moi, en tout cas, ça me plaît beaucoup et je lui en suis vraiment reconnaissant. Allez suivre Adrien sur les réseaux sociaux @AdrienGuy-Musique ou sur sa page SoundCloud. Il y a plein de belles choses à écouter. Si vous aimeriez être tenu au courant des nouvelles actualités de ce podcast, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram majoritairement, mais j'utilise aussi Twitter, Facebook, n'hésitez pas à me rajouter en ami, à vous abonner sur Apple Podcast ou n'importe quelle autre application de podcast et à me laisser un avis sur iTunes, 5 étoiles de préférence, c'est ce qui permet au podcast de se faire connaître. Et si vous n'avez pas le temps pour ça, vous pouvez toujours liker ou partager cet épisode. Ce podcast est tout nouveau, donc il a besoin de vous pour grandir. D'ailleurs, si vous avez des commentaires ou des réflexions ou juste pour dire bonjour, n'hésitez pas à m'écrire à jeremy@jeremy-kleiss.com. Mon adresse est aussi dans les notes de cet épisode. Donc voilà, écrivez-moi, n'hésitez pas. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines et en attendant, bonne semaine à tous et surtout, restez créatifs. Ciao ciao.